Salut Val! Salut Audrey! Bon, là, vous allez remarquer, il n'y a pas d'intro traditionnelle cette semaine. Toi et moi, on devait recevoir la députée de la Porte, Isabelle Poulet, pour une entrevue. On le sait, là, il s'est passé toutes sortes de choses la semaine dernière. Elle a été exclue de la CAQ. Alors qu'elle-même devait annoncer le matin son départ. Elle n'était pas en accord, entre autres, avec la loi 2 sur la rémunération des médecins. Donc, elle devait annoncer son départ. Finalement, elle a eu une rencontre avec M. Legault, le premier ministre. Et finalement, c'est lui qui a annoncé qu'elle allait quitter. Donc, étant donné que c'est une députée locale, on l'avait jointe, en fait, pour avoir une entrevue. Elle avait d'abord accepté et finalement, elle a décliné. À la dernière minute, quand même. Oui, exactement. Ce qui fait en sorte que, on n'a pas pu se revirer de bord pour avoir un invité assez rapidement là, pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on fait un épisode millimélo. Oui, parce qu'il s'est quand même passé des nouvelles. Oui. On a des journalistes sur le terrain partout sur le territoire. Donc, on se disait que ça valait quand même la peine de vous raconter un peu l'actualité de la semaine. Mais effectivement, il n'y a pas de portion d'entrevue cette semaine. Juste des rafales, des rafales plus longues. Parce qu'effectivement, l'actualité mérite d'être soulignée quand même. Puis oui, il s'est passé plusieurs choses. Donc, ce sera un épisode peut-être un peu décousu, mais qu'on l'espère, vous aimerez quand même. Puis pour se consoler, Audrey, oui. Aujourd'hui, c'est Noël. Oui. Parce que vous comprendrez qu'on enregistre mardi, alors qu'on s'est réveillé avec 20 cm de neige au sol pour un 11 novembre. C'est pas commun. Non, c'est pas commun. J'avoue que je n'étais pas prête psychologiquement, mais mes enfants, eux, étaient enchantés par ce paysage blanc. Te connaissant, j'imagine que tu étais peut-être contente aussi. Oui, c'est ça. J'étais comme tes enfants, en fait. Le cœur d'enfant d'une jeune fille de 9 ans. Oui, parce que moi, j'ai fait mon sapin. Hier. Nous, on est chanceux. On a un congé férié payé chaque mois. On l'avait déjà mentionné dans un autre épisode. Donc, lundi, on avait congé. Fait quel meilleur moment pour faire son sapin de Noël. Puis même, des fois, je le fais plus tôt. Les autres années, je le faisais plus tôt. Oui. C'est tard. Oui, c'est ça, c'est tard. Oui, exact. Là, c'est ma maladie mentale, Noël. Je l'assume. Fait que oui, je n'étais pas déçue d'avoir une belle bordée de neige quand même pour le sapin. Là. Ça faisait un beau petit décor. Là. J'ai écouté un film de Noël jusqu'à présent. Puis je mets ça sur la faute de ma filleule qui voulait écouter le Grinch. Mais j'étais déjà prête. Comme on est un balado quand même d'actualité et d'information, j'en profite pour dire... Ça paraît pas, mais oui! J'en profite pour rappeler à ceux qui n'ont pas de pneus d'hiver, qui avaient peut-être moins de plaisir ce matin, que la date limite pour les installer, c'est le 1er décembre. Puis, cette bordée surprise a aussi eu certains effets peut-être plus négatifs. Ouais. Il y a eu plusieurs pannes d'électricité dans la région. Puis on peut se demander, bon, ça va bien. Ça part fort. Oui, première neige, pas d'électricité. Pourtant, on n'est pas à notre premier hiver au Québec. Hydro-Québec se justifie en disant que c'est de la neige lourde qui est tombée. Puis, comme plusieurs arbres avaient encore leurs feuilles, le poids des feuilles mouillées, plus la neige a cassé certaines branches qui étaient plus fragiles. Et donc, une fois que ça entre en contact avec les réseaux électriques, ça cause des pannes de courant. Ah, bien merci. On fait de l'information, hein? Après tout. Et puis là, je vais faire un lien, là, parce qu'on embarque dans les rafales et je vais parler un peu d'électricité, parce qu'imagine-toi donc que le premier ministre François Legault était à la centrale hydroélectrique de Beauharnois lundi pour dévoiler son plan de relance économique. L'annonce est faite en grande pompe à l'intérieur de la centrale, en présence de 5 ministres, des hauts fonctionnaires, des représentants de plusieurs sociétés publiques et privées, de même que de nombreux journalistes qui étaient tous conduits à la centrale par autobus. Deux de nos collègues étaient d'ailleurs sur place. Dans ce grand énoncé économique qu'on a appelé le pouvoir québécois, réponse au nouveau contexte mondial, le gouvernement Legault mise sur son bilan des 7 dernières années et sur les atouts stratégiques importants que possède le Québec pour s'adapter au nouveau contexte et saisir les occasions qui se présentent. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Des belles grandes phrases. Oui, c'est ça. Parmi les priorités qu'il a énumérées, il y a celle de l'énergie, pour laquelle Hydro-Québec jouera un rôle majeur, avec des investissements prévus de 200 milliards de dollars d'ici 2035. Le plan mise aussi sur une économie plus performante, un État plus efficace, en créant une voie rapide pour les grands projets stratégiques, en réduisant, entre autres, les délais d'autorisation.
La plateforme vise aussi le support et le développement des entreprises dans les secteurs de la défense et des minéraux critiques. Québec souhaite obtenir ainsi des retombées des investissements fédéraux en défense pour son industrie aérospatiale et de construction navale, notamment. Mais là, est-ce qu'on peut penser à des retombées locales? Parce que c'est bien beau, la vision économique de la province, mais est-ce qu'ici, dans la région, là, on peut avoir des retombées? On peut penser que oui. Je ne sais pas si tu te souviens, quand la ministre Christine Fréchette était venue à notre micro, elle avait justement parlé de cette fameuse nouvelle niche de la défense, que le Québec a une expertise en la matière. Il y a, entre autres, Bombardier, on peut penser à Pratt & Whitney aussi, qui ont été cités. Il y a General Dynamics aussi à Valleyfield qui pourrait bénéficier de projets. Il y a aussi le fameux projet Google à Beauharnois. Nos collègues ont essayé d'avoir plus d'infos sur ce projet. On se disait, tout le monde se déplace à Beauharnois. Est-ce que c'est ça qui va se concrétiser? Ben non, finalement, il n'y a pas encore rien de concret. Ça avait été annoncé en 2021. Mais on nous dit que le gouvernement, on continue de travailler là-dessus. Donc, est-ce que effectivement Google viendra s'installer à Beauharnois un jour? Ben, c'est à suivre. Moi, de mon côté, Valérie, j'y vais avec une histoire assez particulière, triste là, quand même. Elle vient de notre collègue Éric Tremblay, qui, la semaine dernière, a publié l'histoire de Zachary Costa. C'est un adolescent de 16 ans de Saint-Constant qui est décédé en mai dernier. Sa mère, Julie Saint-Onge, a raconté qu'il a été retrouvé sans vie chez lui dans son sous-sol, étranglé par une ceinture accrochée à son punching bag. D'après elle, c'est pas un geste volontaire. Elle écarte vraiment la thèse du suicide. Elle pense qu'il aurait plutôt voulu tester une technique de soumission qu'il avait vue dans un cours d'arts martiaux. Zachary s'entraînait 4 fois par semaine. Il était passionné, bon élève, travailleur à temps partiel. Bref, on parle d'un ado sans histoire. Sa mort a complètement bouleversé tout le monde autour de lui, même ses professeurs et les premiers répondants de la ville dont faisait partie son père. Depuis, sa mère essaie de transformer sa peine en action. Elle milite pour la prévention des jeux dangereux. Et de quoi on parle ici quand on parle de jeux dangereux? Ce sont des gestes où les jeunes testent leurs limites sans vraiment mesurer le risque. Madame Saint-Onge a pris contact avec un organisme en France qui travaille là-dessus depuis des années. Et elle se demande pourquoi ici au Québec, il n'existe rien de semblable. Elle veut que ça change. Elle rêve même d'une journée nationale de prévention pour sensibiliser les jeunes, mais aussi les parents et les professeurs. Elle est catégorique, là, son fils ne voulait pas mourir. Mais c'est quoi la différence entre le jeu risqué ou le jeu dangereux? On dit justement des fois qu'on surprotège nos enfants. Oui, bien, selon la Société canadienne de pédiatrie, le développement sain de l'enfant passe par le jeu risqué extérieur grâce à un équilibre à trouver avec la prévention des blessures nécessairement. L'ex-ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, lui, avait dit vouloir souhaiter, par exemple, le retour du jeu du roi de la montagne dans les cours d'école. Ça fait partie, ça, du développement normal des enfants. Il y a du risque, mais il est contrôlé. Par contre, évidemment, là, s'étrangler pour tester ses limites, c'est autre chose. C'est pas un jeu, c'est un danger de mort. C'est ça sur quoi Mme Saint-Onge veut sensibiliser. Très triste histoire. On s'en va ailleurs complètement. Depuis lundi, la route 207 à Kahnawake est complètement fermée à toute circulation en direction du Pont-Mercier du lundi au vendredi entre 5h30 et 9h le matin. Les autorités de la communauté Mohawk ont pris cette décision pour des raisons de sécurité. On en a déjà parlé, il y a le chantier de construction à Châteauguay qui complique l'accès au Pont-Mercier en ce moment. Les automobilistes tentent de trouver d'autres façons d'accéder au pont, dont par la route 207, qui est une route parallèle à la route 132. Mais les autorités de Kahnawake disent qu'il y a des enjeux de sécurité pour les résidents de la route 207 à cause d'un volume de trafic trop important. La décision a également été prise pour permettre aux peacekeepers de faire autre chose que de gérer la circulation. Ça nécessite beaucoup de ressources policières pour surveiller le trafic, puis pendant que les policiers font ça, ils ne sont pas en train d'intervenir ailleurs. Selon les données du ministère des Transports, le débit journalier moyen annuel sur la route 207 était de 9 500 en 2024. À titre comparatif, il était de 7 000 en 2014 et de 5 200 en 2004. Donc, il y a vraiment, évidemment, une augmentation de la circulation dans le secteur. Oui. Puis tu as parlé au maire de Châteauguay et de Delsun à ce sujet-là parce que nécessairement, ça touche aussi la circulation dans leur ville. Oui. Les deux maires, en fait, me disaient être un peu surpris du tapage médiatique qu'on en faisait parce que officiellement, la route était déjà fermée à la circulation. C'est vrai qu'il y a un panneau qui dit que le matin, tu n'as pas le droit de... Tu n'es pas censé, en fait, utiliser cette voie-là pour accéder au Pont-Mercier. Mais la réalité est qu'il y avait clairement beaucoup de gens qui l'utilisaient parce que sinon, il ne l'aurait pas fermé à toute circulation. Puis,
faut dire aussi que la régie intermunicipale de police Roussillon, elle avait quand même fait un avertissement vers la fin de la semaine en prévision de cette semaine parce que clairement, le trafic qui passait par cette voie-là, elle va inévitablement aller sur la route 132, donc va augmenter le trafic dans le secteur. Oui. Puis c'est une tuile, en fait, qui s'ajoute au réseau autorité locale parce que tu l'as dit, les travaux sur Saint-Jean-Baptiste. Puis là, à ça s'ajoute la grève de la STM. Veut pas. Les gens prennent leur voiture plutôt que de prendre l'autobus, par exemple, pour se rendre au métro. Donc, évitablement, ça... Oui, puis... ça ramène aussi sur la place publique les enjeux de transport en commun dans la région. Dans l'ouest de la Montérégie, on dit souvent qu'on est le parent pauvre, particulièrement Châteauguay, ce qu'on appelle le sud-ouest et les environs. Tu sais, ça représente quand même 75 000 personnes. Et le seul accès en transport en commun, c'est le circuit d'autobus qui prend le pont Mercier, qui est affecté en ce moment par les travaux de construction sur Saint-Jean-Baptiste. Puis il n'y a pas de voie réservée non plus sur le pont même. Oui, c'est ça. Fait qu'il y en a une à Kanawaki, mais une fois sous le pont, tu es pris dans le trafic comme n'importe quel automobile. J'ai questionné le maire de Châteauguay à savoir, est-ce qu'on aurait pu penser à des mesures de mitigation? Parce que le chantier est en cours jusqu'à la mi-décembre. Par exemple, il y a des belles gares de train à Sainte-Catherine, Saint-Constant que les gens pourraient utiliser. Est-ce qu'il pourrait y avoir une navette entre les deux? Il m'a dit qu'il a fait la demande au réseau EXO. Ça a été regardé, mais il y a entre autres des enjeux de titre de transport. Semble-t-il que c'est pas si simple que ça d'aménager une navette. Lui-même, à l'époque où il y avait des gros travaux sur le pont Mercier, ça avait été fait, ça, une navette entre Châteauguay et la gare de train à Saint-Constant. Puis, il dit qu'il était pratiquement le seul à l'utiliser. Il n'était pas maire là, à l'époque. Il travaillait au centre-ville de Montréal. Donc, il y a le fait qu'on dirait que c'est pas si populaire que ça. Puis même le maire de Delson me disait, lui, justement, que on gagnerait à utiliser davantage. Les rails sont là. C'est pas affecté par, par exemple, la grève de la STM. Puis ça coûte cher aussi, le train. Il me disait que du jour au lendemain, on pourrait rajouter 1000 personnes dans le train sans injecter... davantage. Exact, parce que les trains sont là. Donc, par contre, on peut comprendre les automobilistes ou les résidents du secteur. L'horaire des trains n'est pas... il est limité, en fait. Oui, mais je pense qu'il y a comme 6 départs à aller-retour, puis c'est vraiment... ça cible vraiment les heures de pointe, en fait. Du moment que tu as un horaire qui sort du 9 à 5, puis qui n'est pas nécessairement jusqu'au centre-ville, parce que ça aussi, de Montréal, mais... C'est sûr que c'est un petit peu plus limité, mais ça reste une option intéressante aussi quand même. Bon, on vous l'avait dit, c'est un épisode un peu décousu. Fait que là, on s'en va complètement ailleurs. Avec un reportage de Sylvain Daigneault dans le Courrier du Sud sur un sujet, moi, que j'ai trouvé fascinant. C'est une équipe de recherche à Longueuil qui essaie de voir si le chant choral pourrait aider à réduire le brouillard cérébral dont souffrent plusieurs personnes après une chimiothérapie. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par brouillard cérébral? Ça peut se traduire par des problèmes de concentration, de mémoire, de fatigue mentale qui peut durer des années après les traitements. Depuis le printemps, il y a 16 participants qui se réunissent chaque semaine pour chanter ensemble sous la direction de la soprano Myriam Leblanc. C'est pas un chœur de spectacle, là. Il n'y aura pas de prestation, mais c'est vraiment un projet scientifique. C'est fait en collaboration avec l'Opéra de Montréal. Les chercheurs mesurent tout, le niveau de stress, la fatigue, la perception de la clarté mentale avant et après chaque séance. Il y a une participante qui a dit en entrevue que depuis qu'elle chante chaque semaine, elle dit se sentir plus énergique, plus motivée, surtout évidemment moins seule, entre autres parce qu'elle partage ça avec d'autres personnes qui comprennent ce qu'elle vit. Ce qu'elle décrit, c'est un peu comme une thérapie de groupe, mais à travers la musique. Et c'est pas juste une impression parce que la chercheuse Dominique Tremblay, qui mène le projet, elle a affirmé qu'on observe déjà des bénéfices concrets sur la fatigue et le bien-être. C'est une façon, en fait, de soigner autrement en s'attaquant à l'après-cancer, à la qualité de vie. On le voit de plus en plus, des projets de prescription sociale. L'idée que les médecins puissent recommander autre chose qu'une pilule, par exemple. Oui, mais on en avait parlé justement dans un autre épisode en rafale là, de la marche en nature. Mais justement, c'est ça, on en voit d'autres reportages où il est question de prescrire une activité artistique, un concert. Donc oui, une marche en nature aussi. Il y a l'Opéra de Montréal qui participe déjà à ce mouvement-là avec d'autres programmes pour les gens atteints de COVID longue notamment.
Mais là, pour ce qui est du projet à Longueuil, les résultats officiels ne sont pas encore sortis, mais l'étude sera présentée à un congrès international en Australie. Donc, ça reste à voir les résultats de cette étude. Très intéressant. Hier, c'était le jour du souvenir. Notre collègue Yannick Michaud s'est intéressé au cénotaphe de Salaberry de Valleyfield. Après des années d'incertitude et d'absence d'entretien, le cénotaphe a finalement retrouvé un propriétaire officiel. Ça peut sembler anodin, mais le monument érigé à la mémoire des vétérans est dans un mauvais état depuis longtemps et on ne peut pas faire des recherches de subventions pour le rénover tant que le propriétaire n'est pas connu. La Légion a commencé les démarches en 2023 parce que ça commence à être urgent. Un rapport concluait qu'on ne peut plus y faire de cérémonie du jour du souvenir tant que c'est pas réparé. Le monument n'appartient pas à la ville ni au fédéral. C'est finalement après l'offre du député Claude Rire d'intervenir dans le dossier que les choses se sont accélérées. Le 30 octobre 2025, une firme externe est venue inspecter le monument à la demande de la Société québécoise des infrastructures. Puis c'est la Société québécoise des infrastructures, finalement, qui a revendiqué la propriété. Maintenant que c'est connu, les démarches pour les travaux peuvent commencer. Ils étaient évalués à plus de 100 000 $ il y a 2 ans, donc on comprend que ça a augmenté. Oui, il y a des bonnes chances. Parmi les éléments à restaurer, il y a notamment le sabre historique en cuivre qui a été volé, en fait, pendant la pandémie. Et la Légion prend au sérieux la sécurité du site. Le président racontait au Journal Saint-François qu'il veut éviter un drame comme celui de 1960. À l'époque, il y a un jeune garçon de 10 ans qui est décédé après être monté sur un canon mal fixé près du palais de justice. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire d'un espion chinois chez Hydro-Québec? Ça avait beaucoup fait jaser à l'époque quand c'était sorti. Yu Shang-Wang, c'est un ex-employé du Centre de recherche d'Hydro-Québec à Varennes qui se défend d'être un espion au profit du gouvernement chinois. Le résident de Candiac a plaidé qu'il a plutôt été tenu à l'écart par ses collègues. Il dit avoir reçu peu d'instructions sur les procédures et règles internes chez Hydro-Québec. Le spécialiste des batteries comparaît depuis quelques jours au palais de justice de Longueuil. Et on rappelle que dans ce dossier, l'homme de 38 ans avait été embauché par Hydro-Québec en 2016 jusqu'en 2022 pour travailler au Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage d'énergie à Varennes. Le doctorant est titulaire de plusieurs brevets en Chine et ses travaux ont été cités dans des centaines d'articles scientifiques. En novembre 2022, 4 chefs ont été portés contre M. Wang, qui a notamment été accusé d'avoir dérobé des renseignements stratégiques en lien avec les matériaux utilisés dans la fabrication des batteries pour alimenter, entre autres, des véhicules électriques. En février 2024, 2 autres chefs d'accusation ont été portés contre lui par la Gendarmerie royale du Canada en vertu de la loi sur la protection de l'information. Il aurait commis des actes préparatoires au nom d'une entité étrangère et aurait informé de ses intentions la République populaire de Chine. Lors de sa comparution, il a expliqué qu'il avait l'impression que les gens ne voulaient pas vraiment lui parler parce qu'il ne parle pas français et qu'il s'exprime en anglais avec un très fort accent. Il aurait eu du mal à s'intégrer dans son nouveau milieu de travail et il dit avoir reçu peu d'instructions sur les procédures et les règles internes chez Hydro-Québec. Dans son pays, il était membre du Parti communiste chinois, mais il a cessé de payer ses cotisations lorsqu'il est parti vivre à l'étranger en expliquant que si on ne paye pas après 1 an, on n'est plus membre en fait. Il a ajouté qu'il n'a jamais été sollicité par le parti au pouvoir pour renouveler son adhésion. Donc, les procédures judiciaires se poursuivent. Cette semaine, sur le web, on parle d'un reportage que tu as réalisé sur le terrain, Valérie. Tu as visité le plateau de tournage de la série Annie et Joey. On vous l'avait dit, justement, dans les nouvelles à surveiller la semaine dernière. C'est une romance signée Julie Yvon qui a transformé le musée Expo-Rail en Saint-Constant en piège à charme. Moi, c'est une expression vraiment cute là, que j'ai beaucoup aimée dans ton topo. Les acteurs Romane Lefebvre et Félix-Antoine Duval partagent un souper à bord d'un train d'époque. C'est une scène à laquelle tu as assisté d'ailleurs, là. Oui, puis en arrivant sur place, je me suis dit, j'avais pas compris que c'était une série d'époque, mais non, c'est vraiment cette scène-là spécifique. Ça se passe à une époque différente parce que la personnage principale, qui est une grande romantique, veut reproduire justement un souper romantique. C'est quand même intéressant puisque c'était la première fois. Je pense que j'assistais à une production, vraiment à une scène de tournage. C'est long. Oui, puis il faut être en silence parce qu'évidemment, c'est très sérieux. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur un plateau. Puis j'ai eu la chance aussi de m'entretenir avec la réalisatrice, mais aussi la scénariste de la série. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle me faisait remarquer qu'en ce moment, les séries qui sont populaires, qu'on voit à la télé
ou même sur les plateformes, là, c'est beaucoup des séries policières, des séries sombres, oui, de meurtres. c'est lourd. Là, oui, mais... c'est ça. Avec Annie et Joey, on est vraiment ailleurs. On est dans la comédie romantique, puis c'est très lumineux. La personnage principale, Annie, en fait, est neurodivergente aussi. Puis c'est une façon aussi de montrer de façon peut-être positive. Évidemment, le personnage vit certaines contraintes, mais ça a aussi certains atouts. Donc, on a pu voir l'envers et j'ai aussi pu m'entretenir avec deux actrices qui viennent de la région aussi, Catherine Bérubé et Marie-Lise Bourque. Puis les deux m'ont dit qu'ils adorent, là, en fait, ce projet-là. Puis que même Marie-Lise Bourque me disait, c'est tellement beau, c'est tellement touchant comme série que même comme téléspectatrice, je l'écouterais, là, même si je n'avais pas fait partie de ce projet-là. Donc, ça va être intéressant à surveiller. Ben oui, une petite série qui fait du bien. Oui. Effectivement, ça fait du bien de temps en temps. Et quand est-ce qu'on va pouvoir la regarder, cette belle série? Et où aussi? C'est prévu pour le printemps 2026 sur Série+. Et on conclut, Valérie, cet épisode Millimélo de nouvelles avec nos à surveiller, parce qu'il y en a quand même là, des histoires à suivre cette semaine. Ce jeudi, c'est l'inauguration de la nouvelle école primaire des Horizons à Saint-Constant. Et lundi prochain, ce sera la pelletée officielle lançant les travaux de la Maison de soins palliatifs à Mercier de la Fondation Gisèle Faubert. C'est un projet attendu depuis des années. Bonne semaine!